Alors pour me présenter, je suis Farid Chahed, je dirige les activités solutions et intégration chez Business at Work et je suis accompagné de Jawer. Bonjour. Donc, fondateur de la société Sysnaps, donc qui propose un logiciel qui va vous permettre d'optimiser et de vous permettre de faire des études de cadrage de façon informatisée. Alors on a attendu quelques minutes le temps que l'ensemble des auditeurs puissent rejoindre la présentation. Ce que je vous propose, c'est de démarrer. On a attendu 5 minutes et là vous avez en rappel l'ensemble des sujets que nous allons couvrir. Le webinaire prendra fin à 15 heures et on va balayer ensemble. Eh bien, on va commencer par une introduction rapide de Business at Work et de Sysnaps pour les auditeurs qui ne nous connaîtraient pas, et puis rentrer dans le vif du sujet, puisque l'objectif de ce webinaire, c'est de présenter la démarche d'une étude de cadrage de montée de version, et on prendra, comme je vous le disais précédemment, vos questions-réponses à l'issue de cette présentation. Alors, très rapidement, Business at Work, c'est une société qui est créée en 2000, donc nous avons bientôt 15 ans d'existence, avec plus de 220 collaborateurs, dont plus de 120 sur une application ERP qui est PeopleSoft, et ce, depuis la création de l'entreprise. On a une activité qui couvre tout le cycle de vie du système d'information, depuis des activités en amont de type consulting et conseil, des activités de mise en œuvre de projets à travers des projets d'intégration, et également des activités d'externalisation ou d'outsourcing, où on accompagne nos clients soit sur une externalisation totale, soit sur la prise en charge de certaines briques de services, comme par exemple de l'hébergement, ou par exemple de la TMA, ou du support utilisateur. Et en fait, on a une particularité, c'est que Business at Work, depuis sa création, eh bien, a développé ses expertises autour de PeopleSoft, à la fois sur des prestations de conseil et des prestations d'intégration, comme je le disais, mais aussi d'exploitation et de support, en sachant que nous-mêmes, nous sommes utilisateurs de 3 suites PeopleSoft depuis maintenant 15 ans, la finance, l'ARH et le CRM. Voilà. Et en ce qui concerne donc Sysnaps, nous sommes éditeurs de logiciels. La société a été créée en 2007, donc autour d'un concept innovant donc, qui permet de modéliser et de générer en automatique le modèle de données sur un système de comparaison de cette donnée, sur une façon de regrouper les informations de façon fonctionnelle et d'identifier automatiquement tout ce qui est la personnalisation et le développement. Nous sommes surtout structurés via donc une équipe d'experts plus particulièrement donc autour de la gestion de projet et autour de notre applicatif. Le logiciel a été largement éprouvé par de grandes structures, donc sur vraiment l'ensemble de ses fonctionnalités, et on travaille en partenariat donc aussi avec l'éditeur Oracle, Business at Work et d'autres acteurs donc du marché. La solution, donc c'est une solution qui a été développée pour gérer le cycle de vie de l'ERP PeopleSoft particulièrement. Donc depuis la création de la donnée jusqu'à sa mort. Alors pourquoi depuis sa création jusqu'à sa mort? Parce qu'on va s'occuper de la partie implémentation, déploiement, des upgrades, de la maintenance, de l'archivage, de la purge, de la création de bases de fresh install. Et donc effectivement depuis sa création jusqu'à sa mort. Et nous sommes positionnés plutôt en expertise, hein, donc on reste vraiment dans notre métier d'éditeur de logiciels. Par contre, autour de notre solution, qui est quand même assez large, comme vous pouvez le voir, donc on a décidé de créer toute une série de méthodologies pour assurer à nos clients la réussite de leur projet. Voilà. Alors après cette brève présentation de Business at Work et de Sysnaps, rentrons dans le vif du sujet, objet de ce webinaire, donc l'étude de cadrage pour une montée de version. Alors, une question légitime que tout un chacun peut se poser, c'est pourquoi faire une étude de cadrage? Alors, pour faire simple, hein, l'objectif de l'étude de cadrage, c'est éviter de tomber dans tous les écueils courants que peuvent comporter les projets d'upgrade. On va les rappeler brièvement, mais les écueils vont couvrir aussi bien une définition de périmètre que l'instruction du sujet des ressources, que celui du budget, ou encore de la mobilisation de la direction générale, à savoir le sponsorship. Donc sur le périmètre, ça permet de calibrer, définir le périmètre du projet d'upgrade envisagé.
et ainsi éviter à la fois un projet qui est vu uniquement sous l'angle technique, ou bien un projet qui est vu comme étant un projet fourre-tout, à savoir on profite d'un projet de migration pour pouvoir faire une refonte de l'infrastructure, le déploiement de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux périmètres métiers, etc., etc. Ça permet aussi d'éviter eh bien, le manque de visibilité qu'il peut y avoir sur l'application en production, et notamment sur les personnalisations qui ont été faites sur cette application pour répondre aux besoins métiers. Le tout a pour objectif d'éviter un périmètre fluctuant, de poser le cadre et de partager ce cadre en ayant comme cible de délivrer ce périmètre défini. Donc l'étude de cadrage a comme première vocation de bien arrêter, définir le périmètre. Enfin, sur les ressources, cette étude de cadrage va permettre eh bien, d'identifier quelles sont les ressources, internes ou externes, et à quel moment est-ce qu'on en a besoin. Donc, ça permet d'anticiper et d'éviter les principaux problèmes autour de la surcharge d'équipes internes du client qui se retrouvent mobilisées sans que ce soit pris en compte dans leur plan de charge initialement sur un projet qui peut devenir rapidement un projet d'envergure en fonction de son périmètre. Ça permet de bien dimensionner les activités de pilotage de ce projet, qui est un projet en tant que tel, et puis d'anticiper la mobilisation des utilisateurs métiers, notamment pour des phases significatives lorsqu'il s'agit de valider l'application migrée, que sont les phases de test. Enfin, un troisième point, c'est aboutir à un budget qui soit un budget étayé, et non pas un budget qui est mal évalué ou approximatif. Le tout va pouvoir alimenter un dossier d'instruction qui vise à être présenté au sponsor du projet ou à un niveau de direction générale, et donc toutes ces raisons justifient, légitiment l'étude de cadrage pour pouvoir bien définir un périmètre, identifier les ressources, évaluer le budget et disposer d'un dossier instruit à présenter à sa direction. Donc, d'autres éléments qui peuvent être considérés, c'est un certain nombre de questions qui sont ouvertes lorsqu'on envisage un projet d'upgrade. Et la première question, c'est pourquoi? Alors pourquoi? Il y a plusieurs réponses qui, en fonction des différents contextes clients, ça peut être des questions d'obsolescence. L'obsolescence, soit parce que la version applicative ou de tools ne va plus être maintenue prochainement par l'éditeur, soit obsolescence avérée, c'est-à-dire n'est plus maintenue, et le souhait du client de revenir à une application supportée par l'éditeur. Mais ça peut aussi être, pour des raisons fonctionnelles, métiers, augmenter la valeur d'usage délivrée aux utilisateurs finaux. Par valeur d'usage, il faut entendre des fonctionnalités qu'ils utilisent déjà, mais dont l'ergonomie a évolué, qui se traitent de manière plus intuitive, ou bien des nouveaux périmètres fonctionnels ou de nouvelles fonctionnalités qui peuvent apporter une valeur ajoutée pour l'utilisateur. Au-delà de cette question du pourquoi, à laquelle en général la réponse est donnée avant d'envisager une étude de cadrage, eh bien, va se poser la question de que faut-il faire? Le quoi? Mais le cadrage d'une application PeopleSoft, de la migration d'une application PeopleSoft, peut aborder différents domaines, différents volets. Il peut y avoir un upgrade des tools, par exemple, les PeopleTools, un upgrade applicatif au sens PeopleSoft, ou bien du déploiement de certaines fonctionnalités en plus, des problématiques autour des infrastructures techniques, et l'assemblage de ces différentes briques va pouvoir définir un ou plusieurs scénarios. Se pose ensuite la question du comment. Le comment, on l'a évoqué lors de notre précédent webinaire, eh bien, il y a plusieurs approches possibles pour mener un projet de migration. Ça peut être une approche fresh install, dans certains contextes. Ça peut être une migration technique, qu'on appelle migration éditeur, ou ça peut être une migration mixte qui va à la fois combiner
le report d'un certain nombre de spécifiques et de personnalisation, et également le chemin de migration proposé et certifié par l'éditeur. Dès lors qu'on a identifié un scénario de migration de préférence, eh bien, se pose la question de combien de temps, combien de charges, quand est-ce qu'il est opportun de faire cette opération et avec quelles ressources. Donc la réponse à ces différentes questions revient à instruire les différents volets d'une étude de cadrage, à savoir le périmètre, la démarche et les moyens nécessaires. Et c'est ce que nous allons couvrir à travers le webinaire de ce jour. Donc la démarche de cadrage, pour pouvoir répondre au quoi, quelque part, eh bien on va balayer 3 niveaux, un niveau technique, un niveau applicatif et un niveau fonctionnel. Sur le niveau technique, l'objectif est de faire un état des lieux technique. Cet état des lieux, on va y revenir dans le détail, sur chacun de ces niveaux dans la suite de la présentation. À l'issue de cet état des lieux, faire des préconisations sur l'architecture technique cible. Sur le niveau applicatif, eh bien, on va pouvoir aller sonder l'application, analyser l'application de production, l'application PeopleSoft, pour pouvoir mener les analyses nécessaires et identifier ce qui est utilisé de ce qui ne l'est pas, et identifier tout ce qui va être développement spécifique ou personnalisation apportée sur des objets PeopleSoft. Enfin, sur le volet fonctionnel, le 3e niveau, en fonction des cas de figure, parce qu'il peut très bien y avoir des projets de migration iso-fonctionnelle abordés sous l'angle migration technique uniquement, eh bien, en fonction des cas de figure, s'il y a le souhait du client de déployer de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux périmètres fonctionnels, eh bien, il y a des ateliers à mener pour recueillir les éventuelles attentes fonctionnelles des métiers, en profiter pour présenter les nouveautés apportées par la dernière version disponible, identifier parmi ces nouveautés les opportunités que le client juge pertinentes pour pouvoir derrière eh bien, faire des analyses d'écart et éventuellement les déployer dans le cadre du projet de migration. Donc on va revenir sur chacun de ces niveaux, sur des éléments plus détaillés, en commençant par la partie technique. Sur la partie technique, un premier travail consiste à faire l'état des lieux comme je l'évoquais, et c'est un état des lieux qui couvre différents sujets, à la fois l'infrastructure technique, également le niveau de version et la compatibilité des couches logicielles, et enfin la cartographie du SI, à savoir le noyau PeopleSoft que l'on envisage de migrer, mais également les liens qu'il a avec le système d'information global, qui sont les interfaces. Donc l'objectif, c'est de se poser la question, à travers cet état des lieux, de la compatibilité de l'ensemble de ces éléments avec la version cible en sortie du projet de migration, et puis d'identifier les impacts applicatifs associés, à savoir eh bien, choisir les versions cibles. Typiquement, un client peut choisir de ne pas être sur la dernière version sortie. Peut-être, parfois, parce qu'elle vient juste de sortir. Ça peut être le cas, par exemple, des PeopleTools Suite 54, qui viennent d'être mises à disposition courant juillet 2014 des clients PeopleSoft, et préférer être sur une version légèrement antérieure, qui est toujours supportée, et qui a quelque part essuyé les plâtres déjà. Ça peut être aussi un sujet sur la version applicative, par exemple. Donc, dès lors qu'on a identifié ces versions cibles, eh bien, identifier les chemins de migration. On parle là de saut, par exemple, le saut de passer d'une version à une autre. Identifier les chemins de migration associés. Et enfin, définir les coûts sur ce volet technique qui vont être associés à l'infrastructure projet, déterminer de quoi est-ce que l'on a besoin pour mener le projet de migration. Ça peut être aussi le cas sur l'infrastructure de production, si celle-ci est jugée comme nécessitant une évolution
suite aux travaux qui ont été réalisés dans l'état des lieux. Et puis, il peut aussi y avoir des impacts coûts sur des licences, si par exemple le client souhaite déployer de nouveaux périmètres fonctionnels. Sur la partie applicatif, tout à l'heure on a vu qu'il y avait 3 niveaux, donc on a traité un premier niveau qui est le niveau technique. Sur le niveau applicatif, eh bien, l'analyse est à mener sur 3 domaines, sur lesquels on va revenir plus en détail. Mais un premier domaine qui est la sécurité. L'analyse de la sécurité permet d'identifier quelles sont les fonctionnalités auxquelles les utilisateurs ont accès pour pouvoir définir dans l'ensemble de l'application ce qui est utilisé de ce qui ne l'est pas. Une autre analyse à mener est sur le modèle de données en tant que tel pour pouvoir déterminer les impacts sur eh bien, à la fois les interfaces, les états de reporting, et donc identifier les travaux à mener pour convertir un existant vers un modèle de données cible. Un troisième niveau à analyser, c'est bien entendu les objets techniques qui, eux, eh bien, peuvent être soit personnalisés, soit de nouveaux développements spécifiques en tant que tels. La manière dont on instrumente finalement, dont on outille ces différentes analyses, c'est grâce à l'outil Sysnaps, sur lequel je vais passer la parole à Jawer pour rentrer plus dans le détail sur ce que cet outil apporte sur chacune de ces dimensions. Donc, comme a pu le dire Farid, effectivement, Sysnaps a été conçu pour cartographier, donc fait du re-engineering sur votre système d'information. Et donc, la première étape qu'on réalise, c'est une analyse de votre sécurité. Et sur cette analyse de sécurité, elle va nous permettre particulièrement d'identifier effectivement les accès. Alors, on va nous focaliser sur les accès utilisateurs métiers, pas du tout ceux d'exploit qui ont des accès un petit peu trop larges. Et ça va nous permettre surtout d'identifier quels sont les écrans, donc les accès interface homme-machine qui sont dont les personnes, les utilisateurs accèdent. Alors pourquoi on fait ça? Ça nous permet particulièrement d'identifier l'utilisation que vous faites du système via cette interface qui est lisible par tout le monde, qui est lisible par un utilisateur final, qui est lisible ensuite par le fonctionnel et qui est aussi lisible par un technique. Donc le discours va être plus simple, la communication pour prendre des choix fonctionnels, en fait, techniques de report ou pas, est vraiment très importante via cette visibilité-là. Donc, en ce qui concerne la sécurité, bien entendu, on va analyser votre sécurité via les rôles, les listes d'autorisation et le nombre d'utilisateurs qui accèdent à ce système. Donc, première étape, via l'accès, donc si un utilisateur est loqué ou n'est pas loqué, ça vous permet d'identifier quels sont les utilisateurs métiers qui utilisent le système. Donc ensuite, on travaille de façon itérative avec les personnes en interne chez vous pour valider notre analyse. Alors, première étape, nous on arrive, on fait un re-engineering, on vous sort des beaux graphiques et une analyse qui vous dit voilà le nombre de rôles que vous utilisez, ceux qui ont été personnalisés, ceux qui sont développés, ceux qui sont standards. Voici les listes d'autorisation également que vous autorisez, que vous utilisez. Et ensuite, par rapport à ces listes d'autorisation, voici les composants, donc cette interface homme-machine que vous utilisez. Et en termes d'utilisateurs, on va vous dire, vous potentiellement tant d'utilisateurs peuvent utiliser le système, et c'est avec vous qu'on va retravailler cette information pour identifier réellement ceux qui sont utilisés de ceux qui ne sont pas utilisés, pour nous donner une vraie visibilité sur l'utilisation que vous en faites et avoir une étude de cadrage qui soit le plus proche de la réalité. Ensuite, la deuxième étape consiste à faire une analyse du modèle de données. Alors, l'outil a été conçu autour de ce concept qui permet en automatique de vous extraire un modèle de données qui est vraiment lisible et tout de suite exploitable et qui vous donne une visibilité sur ce qui a été personnalisé, développé et vraiment ce dont vous utilisez. Donc pourquoi cette analyse du modèle de données? Tout simplement pour identifier les impacts sur la conversion de données. Donc ça c'est très très important. Il faut savoir que quand vous faites un upgrade de votre système, l'élément qui va coûter le plus cher, c'est le temps de conversion de données, donc, et également le report de développement.
Donc, grâce à l'analyse du modèle de données et du volume d'informations qu'on va trouver, de l'impact de l'upgrade sur les tables, on va pouvoir identifier avec vous l'impact et le coût de cette conversion de données. Un impact aussi sur les interfaces, un impact sur le reporting. Il faut savoir que quand vous mettez en place des outils de BI, des types Business Object, Cognos, etc., donc ces outils-là également vont être touchés par votre upgrade. Et l'objectif pour nous, que ce soit le plus neutre possible, c'est vous donner cette visibilité et d'identifier avec vous l'effort qu'il sera nécessaire d'apporter pour mettre à jour tous ces outils périphériques. Et bien entendu, le report de développement, mais là on est vraiment dans un report de développement qui est vraiment limité au modèle de données, mais on a aussi un double objectif quand on parle de report de développement pour un modèle de données, c'est qu'on essaye de vous ramener au standard, de façon à ce que si vous avez personnalisé une table et qu'on peut éventuellement la remettre au standard pour une meilleure maintenabilité et de développer une table clone en face, on vous poussera plus dans cette direction pour avoir un outil plus maintenable à l'avenir. Donc, suite à cette analyse, on va vous fournir dans un document toutes les informations nécessaires sur l'utilisation que vous faites donc de vos différentes tables, sur la typologie de développement, donc la personnalisation, le développement des tables développées et les standards. On va particulièrement s'attacher à la partie personnalisation et standards utilisés, et plus particulièrement sur la partie personnalisation. Si dans votre modèle de données que vous utilisez, des tables ont été supprimées, ça va avoir un impact sur vos interfaces, votre reporting, sur le report de développement pour la partie personnalisation. Et donc ça va nous permettre très rapidement de voir ici le niveau. Donc on va effectivement faire une estimation sur les objets développés, mais elle va être réévaluée en fonction de la personnalisation qui va être faite ou de l'impact du modèle de données par la montée en version de l'éditeur. Voilà, on a vraiment tous ces paramètres qui jouent et qu'on combine les unes aux autres pour vous donner une meilleure visibilité. Ensuite, sur la partie technique, puisqu'on a pu voir la partie visibilité utilisateur, on a vu ensemble la partie modèle de données qui est vraiment liée à la base de données en elle-même. Là maintenant, on va s'attaquer particulièrement aux évolutions et aux personnalisations que vous avez faites de vos systèmes. Donc là, on s'attache à l'analyse des objets techniques. Alors, pourquoi donc, cette analyse sur les objets techniques? C'est pour pouvoir identifier l'ensemble des objets du système, mais plus particulièrement ceux que vous avez personnalisés et développés. On va les regrouper donc pour avoir une visibilité sur leur personnalisation, leur développement, mais surtout sous un aspect compréhensible, fonctionnel, pour vous donner une estimation par domaine. Donc, qui va être cet accès interface homme-machine qui correspond donc au jargon PeopleSoft de composants. Et ensuite, on va se lancer dans des comparaisons. Donc, une première comparaison qui va être une comparaison de même version. Donc, ça, c'est pour vous donner une visibilité sur ce que vous avez fait de votre système et pour quelles raisons vous avez été amené à personnaliser un écran précis, donc par l'ajout d'un champ, d'une table, etc. Ensuite, on va comparer ces mêmes enveloppes avec une version cible pour identifier quels sont les impacts et définir surtout des niveaux de difficulté de report de développement. Donc le niveau peut être simple si effectivement l'éditeur n'a pas modifié la cible. Plus compliqué si une suppression a eu lieu ou s'il a personnalisé, s'il lui aussi a apporté des modifications dans son développement spécifique. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est on compare, mais vraiment à plusieurs niveaux. On va pouvoir comparer des objets techniques regroupés entre une version normale, une version démo, une version cible qui va, même elle démo, se comparer à une version existante pour vous permettre d'avoir comme visibilité, finalement, l'éditeur n'a rien fait et le report peut se faire très rapidement. Et donc, effectivement, là, on peut être même dans du je pousse sans réfléchir le développement. Et là, on est dans un gain de report de développement. Et donc, ça, c'est vraiment dans l'objectif, tout ça, de déterminer le niveau de complexité, de vous donner le coût réel d'un report de dev. Et il faut savoir que sur une étude globale, bien effectivement, il y a plusieurs étapes, mais celle qui va vous coûter le plus cher
plus vous allez personnaliser votre système, c'est vraiment ce coût du report de développement où il faut absolument avoir une très bonne visibilité pour estimer le coût d'une étude. Alors, suite à ça, bien entendu, on va vous donner une visibilité sur les composants qui ont été personnalisés ou développés par domaine, hein, comme je le disais. L'objectif ici, c'est de vraiment vous donner cette visibilité par application, par domaine de ce que vous avez fait de votre application. Donc, personnaliser et développer, c'est ce qui nous intéresse le plus. Le développer est repris automatiquement par l'éditeur, mais comme je pouvais vous le dire, c'est que si le modèle de données a particulièrement évolué, le développement risque d'être touché. Et donc la personnalisation, là par contre, effectivement, il y a un vrai coût de report qu'on ne peut pas y échapper. Ensuite, l'objectif de tout ça, c'est vous permettre d'avoir, donc là on vous l'a mis de façon synthétique, mais on l'a également de façon un peu plus détaillée, c'est d'identifier les développements en vue d'estimer le report dans la nouvelle version. Donc une première ligne qui correspond donc à la partie composant, donc interface homme-machine, on vous donne une visibilité sur le coût jour-homme, selon les niveaux. Niveau 1, donc ça va se reporter facilement, c'est du développement. Niveau 2, c'est de la personnalisation qui a été personnalisée en face. Niveau 3, c'est une personnalisation qui a été supprimée. Donc voilà, après, donc, on s'attache au projet Integration Broker, potentiellement, si vous en avez, ou transverse. Donc ça, c'est vraiment des projets qui ne peuvent pas être attachés à une interface homme-machine et qu'on va mettre dans des projets plutôt transverses. Ensuite, on arrive au niveau fonctionnel. Donc sur le niveau fonctionnel, eh bien, dans la suite de ce que vient d'évoquer Jawer, hein, qui est l'identification des fonctionnalités qui ont été soit personnalisées, soit complètement développées, eh bien, il faut mener des ateliers sur les développements existants, des ateliers fonctionnels, donc des ateliers avec des représentants du métier pour pouvoir bien arbitrer sur ceux qui doivent être abandonnés ou ceux qu'il est pertinent de reporter. Dès lors que ces arbitrages sont réalisés, eh bien, il est possible d'estimer les charges qui seront soit des charges de report de spécifiques, soit des charges de paramétrage, de mise en œuvre en tant que telles, lorsque ces développements peuvent être remplacés par des fonctionnalités standards qui arrivent avec la nouvelle version. Donc ça, c'est un premier niveau d'interaction sur le domaine fonctionnel. Un deuxième niveau, c'est de pouvoir recueillir les besoins que nous avons qualifiés de besoins en souffrance, c'est-à-dire des besoins métiers auxquels l'application aujourd'hui, dans sa version en production, ne répond pas. Et donc de pouvoir collecter cette liste de besoins et de les comparer à ce que l'application dans sa dernière version disponible ou dans la version vers laquelle vous souhaitez évoluer, et bien, cette comparaison, l'objectif est de savoir si oui ou non la nouvelle version y apporte des éléments de réponse, et si c'est le cas, d'estimer, encore une fois, les charges de mise en œuvre de ces nouvelles fonctionnalités dans le futur projet. Un troisième niveau sur le volet fonctionnel, c'est des nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux périmètres fonctionnels. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que c'est plus une approche par opportunité de mise en œuvre sur des périmètres qui ne seraient pas couverts ou des fonctionnalités qui ne seraient pas couvertes aujourd'hui par le système en production, et de se dire pourquoi pas déployer tel ou tel nouveau périmètre parce qu'il apporte une valeur supplémentaire, complémentaire à l'utilisateur, et de la même manière, dans le cadre de l'étude de cadrage, pouvoir estimer les charges de mise en œuvre associées à ces nouveaux périmètres. Donc, on vient de balayer ensemble trois niveaux. Par contre, je vais ajouter juste une chose, dans cet aspect-là, l'aspect fonctionnel, dans l'étude de cadrage peut être optionnel, puisque après, derrière, cette notion-là peut être faite au moment de la réalisation du projet. Nous, ce qu'on préconise donc dans le mode de bonne pratique, c'est de faire des montées de version ISO-périmètre, de faire l'étude d'adéquation au moment de la réalisation, et pour toutes les nouvelles fonctionnalités, à part la partie réglementaire et d'éléments vraiment essentiels et nécessaires donc à l'upgrade, d'incorporer effectivement des fonctionnalités, mais surtout d'étaler, de lotir ces demandes
après l'upgrade. Voilà. C'est vraiment dans l'étude de cadrage, on peut considérer que cette partie-là peut être optionnelle si on reste sur un upgrade isopérimètre. Donc, dès lors qu'on a instruit ces trois niveaux qu'on vient de balayer ensemble, eh bien, on aboutit sur le livrable en tant que tel de l'étude de cadrage. Là, c'est une vision simplifiée et synthétique du rapport de cadrage, mais son objectif est essentiellement de présenter le résultat des travaux d'état des lieux qui ont été réalisés, et puis de formaliser les scénarios de migration. Les scénarios de migration, c'est un ou plusieurs scénarios envisagés pour pouvoir délivrer la cible de migration, et à travers chacun des scénarios, le décrire, présenter en quoi il consiste, formaliser ses avantages et ses inconvénients, mais également les impacts que ce scénario a sur une partie organisation, sur une partie infrastructure, donc la dimension technique, sur une dimension processus, et les risques qui y sont associés. Dès lors que ces travaux-là sont réalisés, le travail d'estimation budgétaire et de macro-planification est quant à lui fait sur un scénario parmi ceux qui sont identifiés comme étant des scénarios potentiels de migration. L'exercice étant fait à un niveau assez fin, eh bien, la démarche consiste à retenir un scénario parmi ceux qui ont été identifiés, et puis de faire ce travail de projection budgétaire et de projection de planning sur le scénario retenu. Et enfin, une ou plusieurs recommandations de l'équipe qui a instruit cette étude de cadrage pour pouvoir disposer du dossier instruit, comme je le disais en introduction, du dossier instruit pour le porter au niveau du sponsor ou au niveau du décisionnaire. Alors, on arrive presque à la fin de cette présentation, et la dernière question que l'on se posait, c'est quels sont les moyens pour mener cette étude? Il y a tout d'abord des moyens techniques. Ces moyens techniques, c'est la mise à disposition d'environnements PeopleSoft, de bases PeopleSoft, qui permettent de mener un certain nombre des travaux que l'on vous a présentés au cours de ce webinaire, donc notamment disposer d'une copie de l'environnement de production, et puis des bases dites DMO, à la fois une DMO qui se compare à l'existante, à votre application de production existante, donc dans les mêmes versions de tools et applicatives, et puis la DMO dans les versions cibles en sortie du projet de migration. Bien entendu, un accès au réseau, ce qui permet aux consultants d'interagir, d'intervenir sur ces environnements, et puis l'installation du produit Sysnaps pour pouvoir mener les différentes analyses que l'on a évoquées précédemment. Au-delà des moyens techniques, il y a des moyens humains qui sont mobilisés, et ils sont mobilisés sur une durée moyenne qui est de l'ordre de 3 mois pour mener une étude de cadrage sur un ou plusieurs périmètres donnés, avec un dispositif qui va être un dispositif qui mobilise un chef de projet, un expert technique, un expert applicatif, et puis un expert fonctionnel par domaine couvert. Ensuite, les charges, bien entendu, sont dépendantes du périmètre métier couvert et puis de la stratégie. Est-ce qu'on est sur une stratégie de migration ISO-fonctionnelle ou sur une stratégie de migration où on va embarquer soit des modules, soit des fonctionnalités complémentaires, et qu'il va s'agir d'instruire également au stade de l'étude de cadrage pour bien analyser les besoins fonctionnels auxquels ces nouveaux périmètres doivent répondre et faire les estimations de charges associées pour le projet de mise en œuvre. Donc, le périmètre métier couvert, c'est à la fois pour une suite de données, que ce soit la finance, que ce soit les ressources humaines, le CRM ou autre, c'est identifier une ou plusieurs de ces suites, et puis à l'intérieur de chacune de ces suites, le périmètre qui est couvert à travers un ou plusieurs modules déployés dans votre contexte. Alors, on arrive à la fin de notre présentation, et puis on est à votre disposition pour pouvoir